Et c'est Rudy Stanley Pan qui a l'honneur de nous présenter sa conférence. Monsieur l'ambassadeur, à vous le verbe. Merci Alain et merci à vous tous et pour cette opportunité de débattre, de faire passer mon point de vue et on peut dire en quelque sorte sur les relations haïtiano-américaines. Le thème de cette intervention, comme on me l'a proposé, c'est redéfinir les relations haïtiano-américaines. Deux points, une nécessité, point d'interrogation. C'est très important. On ne dit pas que c'est une nécessité, on se dit est-ce une nécessité? Redéfinir, ça sous-entend que ça a été défini. Et je pense que ça l'est aussi. Mais disons que lorsqu'on parle de définir quelque chose, cela suppose limiter cette chose. Ça veut dire à quoi se résument les relations haïtiano-américaines. Il y a beaucoup de débats parce que Haïti entretient des relations que ce soit commerciaux, diplomatiques, etc. avec les États-Unis d'Amérique, ça fait quand même un peu longtemps. Maintenant, comment vont ces relations et faut-il penser à les redéfinir? Pour adresser ce sujet, ça m'a demandé du temps parce que je ne suis pas un spécialiste des relations haïtiano-américaines, mais cela n'empêche que j'ai mon point de vue et en tant qu'intellectuel, et ce point de vue suppose certainement des recherches et les recherches que j'ai effectuées et soutiennent le point de vue que je vais partager. Pour commencer, il faut situer ce que sont les États-Unis d'Amérique, parce qu'il faut comprendre, et ce qu'est Haïti. Ces deux pays, il faut les présenter, il faut les comprendre. Les États-Unis, quand on parle des États-Unis d'Amérique, on est en train de parler d'une puissance économique et pas n'importe laquelle. On parle aussi d'une puissance militaire et stratégique, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et on va voir tout à l'heure. On parle d'un pays qui est d'une influence diplomatique et géostratégique prépondérante. L'une des plus grandes démographies du monde et qui a une influence culturelle sur le monde extraordinaire. Donc ça veut dire, pour mettre quelques chiffres dessus, c'est le pays que l'on dirait qui est le plus riche du monde du point de vue économique. C'est un pays où les grands exportateurs et importateurs, c'est le plus grand exportateur et importateur avec un commerce total qui atteint environ 5 000 milliards de dollars. Donc c'est le chiffre qui vous donne. Maintenant, c'est là aussi que l'on retrouve les plus grandes entreprises du monde. Mais il n'y a pas que les entreprises du monde. C'est le pays qui oriente le monde en termes de recherche. Parce que quand on parle d'entreprises, ces entreprises, ils ne font pas que faire de l'argent. Ils définissent ce que l'avenir de l'économie va être. Ça veut dire qu'il y a 50 ans de cela, le monde que nous avons aujourd'hui n'est pas le monde qu'il y avait. Aujourd'hui, c'est une économie qui est basée sur le numérique, l'intelligence artificielle. Mais tout ça ne vient pas de nulle part. Ça vient des États-Unis, ça vient de Silicon Valley. Ça veut dire qu'on parle du pays qui, depuis plusieurs décennies, définit ou encore oriente ce que le monde dans lequel ils vivent et nous vivons sera.
Et ça sera comme ça encore pendant probablement quelques décennies encore. La puissance militaire des États-Unis, pourquoi? C'est parce que c'est pas parce qu'ils ont le plus de soldats, de militaires, mais c'est parce que leur armée est la plus coûteuse du monde. Ça veut dire en termes d'équipement, en termes de recherche, en termes de valeur, en termes de stations, de bases militaires. Parce que les États-Unis, c'est plus de 750 bases militaires à travers le monde. Et avec un budget annuel de 850 milliards de dollars par an. Ça veut dire rien que le budget de l'armée américaine, vous pouvez voir ce que ça peut faire pour Haïti, pour la République dominicaine, pour toute la Caraïbe, voire même pour tout le continent américain. Les États-Unis, c'est aussi un acteur clé au niveau international sur le plan diplomatique et géopolitique. Ils ont une influence énorme sur le plan diplomatique dans les relations bilatérales. Mais les États-Unis sont aussi une machine qui influence les organisations internationales. Ils les financent et ils ont des techniciens bien rodés qui sont dans ces institutions et influencent les décisions. Et, comme je l'ai dit, c'est aussi une démographie et une société importante avec 333 millions d'habitants, soit le 3e pays le plus peuplé au monde. Et après, pour finir, dans la présentation des États-Unis, c'est le pays, depuis, je pourrais dire, la Deuxième Guerre mondiale, qui a le plus d'influence culturelle sur le reste du monde. Tout le monde veut être américain. Et presque tout le monde est américain par sa manière, la manière de s'habiller. Et même quand l'anglais, c'est la langue des Anglais, mais paradoxalement, l'anglais est devenu la langue des Américains. On ne parle plus l'anglais des Anglais, on parle l'anglais des Américains. Donc c'est extraordinaire. Et c'est ce qui a poussé, par exemple, cet ancien ministre des Affaires étrangères français qui parlait des États-Unis, il disait, Hubert Védrine, les États-Unis sont une hyperpuissance mondiale. Ça veut dire, les États-Unis ne sont pas qu'une grande puissance. C'est que tout ce qui caractérise une puissance, elles sont la grande, la meilleure dans toutes ces catégories. Que ce soit du point de vue économique, politique, militaire, culturel, etc., etc. Donc ça veut dire que c'est le pays que tout le monde regarde, c'est le pays que tout le monde veut être son allié, ou c'est le pays aussi que il y a quelqu'un qui pas trop aimé. Maintenant, Haïti. Haïti, c'est chez nous. C'est deuxième pays dans le continent américain qui vivait indépendant, qui proclamait indépendance. Ça veut dire, après les États-Unis finissent indépendants comme pays, c'est Haïti deuxième pays, malgré dimension territoriale, qui est indépendant dans la région. Mais Haïti, c'est un pays qui a fait face tout à des difficultés. C'est ça la réalité. Difficultés politiques. Parce que depuis, nous sommes capables de dire naissance pays, si il y a un bagage qui est récurrent dans toute histoire politique d'Haïti, c'est l'instabilité. Mais j'aime dire qu'il y a deux types d'instabilité. Certains politologues l'admettent. Ou gagner une instabilité qui est normale et institutionnelle. Ça veut dire que, parce que l'instabilité c'est un choc, donc chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, il y a une élection, c'est une période d'instabilité.
Donc c'est normal. Mais bon, l'autre instabilité qui est informelle, c'est lorsque il y a une révolution, lever campé, jeter gouvernement, etc. Ça, c'est récurrent dans l'histoire politique d'Haïti. Et les difficiles, c'est pas impossible. Mais quoi ça? Parce que son gars a réfléchi sur lui. Mais les difficiles pour faire développement, non, une instabilité qui est constante. Maintenant, Haïti, c'est un pays qui est très instable. Les moments de stabilité sont rares à trouver. Mais Haïti, à cause de l'instabilité, ça fait que peu d'efforts que nous faisons dans l'histoire pour nous arriver à faire développement, période d'instabilité, au fait nous faire back. Donc ça veut dire son pays qui a une situation économique et sociale qui est difficile, très difficile. C'est pas quelque chose que j'aime répéter, mais Haïti, c'est le pays qui est pauvre dans la région. Donc c'est un fait. Là, on prend chiffre, justement. Mais, situation, ça a tout entraîné de l'autre bagaille. Entraîné en dépendance à l'aide internationale. Parce que, à cause de l'instabilité, à cause de sous-développement, pas de temps pour réfléchir développement. Donc, ressources pays ne viennent pas qu'à exploiter. Alors que la population a augmenté, les ressources ont diminué, pendant que les gens même qui estiment qu'il faut qu'il y ait plus dans les ressources là, ça veut faire que une majorité, pour ne pas dire une grande majorité de monde qui ne pas joindre. Donc ça fait qui ça? Ça fait que à cause de situation ça, où bon l'État qui malheureusement presque pas un choix, il fait de l'aide internationale une priorité. Même Haïti, ça tout, c'est un pays qui il n'y a pas que des choses négatives. Haïti, ça a son pays tout qui gagne une diaspora qui est importante. Diaspora, ça aujourd'hui aux États-Unis, aujourd'hui au Canada, en France, un peu partout, en République dominicaine. Lettrés, illettrés, brillants, non brillants, entrepreneurs, travailleurs. Mais Haïti, son pays tout qui gagnait une influence culturelle, tant bien que mal. Parce que Haïti portait créole sous dol. La structuration de cette langue, c'est Haïti. La référence de cette langue, c'est Haïti. Les danses haïtiennes, la littérature haïtienne, la musique haïtienne. Donc, la culture haïtienne lui vaut quelque chose. Mais son pays tout, qui, malgré les situations difficiles, qui ont une potentialité touristique. Parce que tout pays qui a une histoire, eh bien, c'est un pays qui a un bagage pour vendre. D'ailleurs, Haïti sont pionniers liés dans la région, dans la question touristique. Le nous a fait touriste. Là, nous sommes sous-estimés. République dominicaine, pour qu'on ait une politique touristique. Ça veut dire que c'est Haïti qui initiait ça dans les Caraïbes. Et aujourd'hui, puis il faut payer dans les Caraïbes, l'économie reposée sur le tourisme. Mais Haïti, ça tout, j'en dis moi, il n'y a pas que du bail négatif. Étant donné que une population qui est très jeune, gagne depuis quelques années, ont intérêt pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Nous pas forcément fait succès, mais les jeunes sont très enthousiastes à l'idée de créer leurs propres affaires, à tenter des choses, à vouloir réussir, à vouloir se faire et se tailler une place. Ça, c'est intéressant. Il faut seulement leur offrir l'opportunité pour que s'ils a échoué, ils échoué, mais si ils ont réussi, pour réussir. Ça, c'est le bail qui est important par rapport à Haïti. Maintenant, deux pays ça, que nous campons là, c'est eux qui ont une relation. Maintenant, il faut faire l'histoire de cette relation. L'on fait histoire, relation Haïti,
avec les États-Unis, moi t'ai dit qu'il y a 4 phases que nous avons considérées là-dedans. Son phase que nous avons en phase de non-reconnaissance, qui est caractérisée par des rapports commerciaux, on va voir plus tard, et puis en phase de reconnaissance et début de relations diplomatiques, et puis une étape qui lui-même c'est l'occupation américaine, et puis après vous gagnez la période d'après l'occupation qui gagne la donne des interventions militaires et autres. Une situation qui fait que le Haïti, et c'est généralement ça, parce que la Caïnou nous gagne un gros contre les États-Unis. Et c'est pas sans raison qui fait nous dire redéfinir nécessité. Parce que il y a un courant anti-américaniste en Haïti, et c'est pas seulement en Haïti, on retrouve ça aussi en France et dans de nombreux autres pays, mais en Haïti, il est très fort chez les élites. Quand ils sont en présence des Américains, ils sont gentils, mais quand les Américains ne sont pas là, ils disent ce qu'ils croient être la vérité. Mais c'est un discours, c'est une construction. C'est pourquoi j'étais intéressé moi-même à faire cette intervention pour faire passer ce point de vue. Parce qu'il y a des éléments qui, à mon avis, n'ont pas été pris en compte dans l'analyse des rapports entre Haïti et les États-Unis. Premier chose que nous reprochons les États-Unis, c'est le fait que premier pays qui est indépendant dans la zone, il ne peut pas reconnaître l'indépendance deuxième pays qui est indépendant. Et il surtout mettez en avant le fait que c'est la première république noire indépendante du monde. Oui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de pression de la part de la France. Mais cette non-reconnaissance est complexe, il faut le comprendre. Et je vais expliquer à des amis que les États-Unis te fin prendre l'indépendance, ils ne pas reconnaître non plus. Ça a été un long combat. Ils ont dépêché Benjamin Franklin, qu'ils disent le premier diplomate américain, pour monsieur aller marcher en Europe, pour monsieur faire reconnaître l'indépendance états-unienne. Parce que l'Angleterre, justement, ils n'ont pas accepté. Donc c'est normal que le monde qui domine là, il n'est pas d'accord que sorti sous domination. Parce qu'il y a intérêt dans la domination. Maintenant, dans le contexte, parce que là, l'Angleterre a fait écran. Le premier pays qui va reconnaître l'indépendance américaine, c'est la France. Et ça ne fait que une dette. Mais la diplomatie n'est pas reposée sous dette parce qu'elle n'est pas en ligne droite. Ce sont les intérêts, les moments, les enjeux. Maintenant, au parler de une situation, l'Haïti a mené l'indépendance. Il y a deux courants à l'époque. Parce que toute période, toute l'ouverture, les États-Unis ont fait commerce avec Haïti. Mais, au parler de une période où il y a deux courants, vers 1801 jusqu'à 1804, où il y a Thomas Jefferson, qui lui-même sont esclavagistes, président, qui lui-même pas de bagaille, esclavage, esclaves révoltés, indépendance pour n'a pas rapport avec monde ça. Donc ça veut dire le sud esclavagiste, il pas un problème parce que nous disons il est lui-même un propriétaire d'esclaves. Ou bien de l'autre monde qui développait de l'autre courant dans le système américain à l'époque là qui croit que
de l'autre approche que nous avons fait. Mais il était le chef de l'État. Donc il a pris une position neutre. Mais il n'était pas favorable à la France. Parce que la France napoléonienne de l'époque, c'est une France qui est agressive. Parce que cette France a forcé l'Espagne à céder la Louisiane. Et les États-Unis, à l'époque-là, ils étaient préférés d'un ennemi faible, tant que l'Espagne, qu'un bon monde tant que la France de Napoléon, qui est agressive, mais mi-temps. Très États comme ça. Parce que qui ça? Les n'a parlé de Louisiane, c'est pas Louisiane, nous, aujourd'hui, non? Son Louisiane qui font les États-Unis, n'a regardé là en deux, sorti, en bas, monté. Ça veut dire son vaste territoire. Donc ça veut dire en même temps, li pas pour indépendance Haïti a li pour lui parce que besoin Haïti pour faire commerce. Parce que faut Haïti pas avec la France pour profiter du commerce là. Mais en même temps, il n'a pas besoin de la France. Ou Angela. Maintenant, ça va caractériser la relation pendant un bon temps et Haïti, après ton pays, qu'il a fait commerce ensemble avec lui. Mais il n'y a pas de bagaille avec Haïti. Il va reconnaître Haïti après la guerre de sécession sous Abraham Lincoln. Là, nous, en 1862. Mais, mon niveau, il n'a pas mis ambassade en Haïti. Il a ouvert une légation. Vous êtes en relation internationale, diplomatie, il y a deux niveaux. Ensemble de grands pays, ça n'a pas mis ambassade dans le premier niveau. Ça. Parce que quand il y a une ambassade en Haïti, ambassade américaine, jusqu'en 1943. Donc, là, ça, il y a un ministre plénipotentiaire, ça veut dire que c'est ça qu'avait les aujourd'hui un ministre conseiller. Donc les États-Unis, à partir du moment ça, ils ont commencé à entretenir une relation en l'autre gens avec Haïti. Donc il y a plus de rapports, nous échanger ministres, etc. Ils ont ouvert bureau ici. Maintenant, après reconnaissance là, parce que pas oublier qu'il y a pile bagaille qui va le passer dans la période ça. Haïti certes là, mais Haïti toujours pour col. On ne peut pas parler de relations de Haïti seulement, on a parlé de relations haïtiano-américaines. Donc ça fait que m'a éviter nous quelques histoires. Mais bon bagaille qui est important, qui caractérise relations internationales, une doctrine qui caractérise les relations Haïti à presque tout pays dans l'époque là. Non seulement c'est défendre la liberté parce que il n'y a pas de choix. Parce que s'il pas défendre de nouvelles libertés, la pourquoi? C'est ça que fait. Et pas parce qu'Haïti te remet ensemble pays dans l'Amérique latine. Le pétion by Zam, by l'argent, by toute bagaille, c'est parce qu'il a voulu avoir des alliés. Eh bien, la reconnaissance la fin faite. Toujours continuer dans le courant qui a traversé la politique américaine. Par exemple, je crois que c'est Stewart, un ancien secrétaire d'État américain, il y a un projet que M. était gagné, justement, que il a fait plaidoyer pour lui à cette époque. On est dans les années 1860, c'est que il était quoi? Il n'y a pas pour que les États-Unis aient de nouveaux territoires. Parce que la société civile américaine n'est pas pour l'idée ça. Mais par contre, il croit que pour expansion commerciale et protection militaire, il y a des zones dans la région, il y a une base là. Et parmi les côtés que vous avez convoité, il y a eu le Mall Saint-Nicolas. Son position qui mitigée, les Haïtiens, ils comptent, mais là, on a confié à l'autre Haïtien pareil, ils ont proposé étranger à lui. Donc ça veut dire c'est très. Mais ça qui est gagné dans la période, ça, c'est que
Haïti lui-même, les politiques que a mené sur le plan international. Même si tu as gagné une doctrine de Monroe pour région, ça veut dire l'Amérique aux Américains, mais tu as une doctrine de Monroe tout en Haïti. Ce que j'appelle la doctrine de Monroe en Haïti, c'est l'île aux Haïtiens. Donc, diplomatie haïtienne, tu as orienté dans le sens, c'est quel sens? Parce que les États-Unis très convoités République dominicaine et un courant qui fait quoi que ils voulaient prendre République dominicaine avant pour être capable de prendre Haïti ensuite. Donc diplomatie haïtienne a toujours un double combat. Donc les proactive. Diplomate haïtien sur le plan international, il y a gourmet pour empêcher l'annexion République dominicaine parce que qu'on est depuis République dominicaine annexée, il va l'annexer par la suite. Et malheureusement, c'est arrivé, effectivement. Mais c'était ça. Et il y a un diplomate qui gourmet en pile pour ça, c'est Charles Stephen Preston. Grand diplomate, vraiment chevronné. C'est quelqu'un, c'est un nom à connaître dans l'histoire de la diplomatie en Haïti, de la diplomatie haïtienne. Donc, en pile combat va le mener, mais finalement, occupation faite. Nous connaissons ça caractériser l'occupation. Il y a un discours négatif de l'occupation, mais il y a aussi un discours positif de l'occupation. Discours négatif là, les chita sous ça qui est négatif, il mettait en phase sous ça qui est négatif, ça veut dire massacre qui fait, parce qu'effectivement, il y a plus que 15 000 Haïtiens qui mourent assassinés. Ouais. Parce que un pile haïtien voulait empêcher l'occupation américaine. Ils avaient leur raison, ils avaient même raison. Mais en même temps, l'occupation américaine, il était en réponse, d'une part pour les Américains à défendre l'intérêt, parce que tu es de plus en plus de près que Haïti fait de banque aux États-Unis. Donc, il y a l'argent qui est en jeu. Donc, instabilité en Haïti fait que Haïti n'a pas qu'à payer. Donc, il faut que vous mettez l'ordre. Maintenant, c'est un souci pour mettre l'ordre, pas seulement pour mettre l'ordre, parce qu'il y a l'autre intérêt tout, que vous venez, mais le vini, il y a de transformation que vous faites tout. Vous faites route, parce que pas de route. C'est pendant la période ça, nous apprenons des bons routes. Ils font l'école, ils font l'université, ils font pile transformation qui n'a pas gagné autrefois. Industrie. Yeah. Il faut un pile investissement fait tout. Maintenant, Haïtien a un rapport avec l'étranger. On voit l'étranger, particulièrement le blanc, avec son œil de conquérant. Et nous avons un mauvais souvenir. C'est capable différent, l'autre peuple a traité avec occidentaux. Parce que pas de colonisation, pas d'esclavage. Ça veut dire mémoire, permettre que l'autre gens. Donc ça fait que collaboration qui était capable de gagner avec l'occupation américaine, malheureusement, ce n'est pas un type de collaboration ça. Et puis nous étions très contre l'occupation. Il y a eu des groupes politiques qui étaient très sectaires. Ouais, ça veut dire toute forme d'approche. Ça veut dire de combat direct livré, batailles intellectuelles, etc. Tout. Mais il faut savoir que nous pas seul côté, nous sommes occupés. Et nous pas seul côté, nous avons une influence. C'est vrai que le vini là, ils reprochaient que ils étaient racistes, ils étaient favorisés les mulâtres, etc. Mais même États-Unis, ça, de l'autre côté, l'aller, le niveau, la façon que vous appréhendez l'occupation, j'ai traité avec nous, ou j'ai recevoir. Ça que vous quittez, vous servez avec eux, l'autre gens. Parce que puis il faut les gens qui n'ont pas qui développer là, à travers le monde. C'est à partir des États-Unis et avec l'aide des États-Unis que vous vivez.
Moi, je pense que faut que nous connaissions comment pour nous traiter avec un pays qui est fort et qui est puissant. Là où sont petits, ou pas qu'à pour affronter directement un monde qui est plus fort, qui est plus gros, qui est plus puissant, parce que pas aucune possibilité pour battre. Est-ce que les États-Unis sont ennemis pour nous? Mon point de vue, non. Mais ça, malheureusement, en pile élite, nous ne pas comprendre. C'est que la politique étrangère américaine, c'est un compte TGV. Je me prends comme si modèle ça pour m'expliquer. TGV, train à grande vitesse. Ça veut dire que la couille, même sous trop près, il a jeté. C'est un petit peu pas campé. Ça veut dire, où est côté le pour le camper, là, juste camper là, et puis le recommencer pour aller à la même vitesse là. Ça veut dire, vraiment, et pas une machine qui a couru, non? Ça veut dire, la courir, même on ne va pas sentir rien, mais à 200 000, 200 à l'heure. Maintenant, ça veut dire quoi? Sans penser encore, ma compréhension, de façon pour nous appréhender, étant donné que son TGV que lié, TGV n'a pas tenu compte que vous pouvez descendre puis devant. Dès pour monter, ou bien pour descendre dans le prochain arrêt que la gagne, ou même ou bien arrêt qui correspond à côté pour aller. Donc il prend un taxi. Donc la politique étrangère américaine pas un taxi. Ça veut dire qu'il n'y a pas camper pour chaque passant. C'est ça que fait, c'est politique que vous avez presque pour chaque pays. Ça veut dire qu'il y a des gens qui gérer ça, ils mettent budget pour ça. C'est eux-mêmes qui pour connaître, qui pour spécialiser eux-mêmes. Parce que tout à fait régulé, il y a une loi pour tout bagaille. Ça veut dire qu'il faut qu'on maîtrise qui ça agenda États-Unis y est pour Haïti. Avant de rentrer dans le redéfini. Monsieur l'ambassadeur, allez. Maintenant, une chose est simple, donc je crois que il y a des problèmes, mais si maintenant rapide, tenons compte de l'histoire même d'Haïti. Est-ce que par exemple, aspect de l'occupation que nous pas souligné et peut-être de nos jours qui fait rage, c'est l'aspect de l'instabilité. Occupation d'une part. Alors, juste avant Eduardo, l'ambassadeur finit son exposé, okay. On aura le temps de lui poser des questions. Tu notes. Dans quelques minutes. Oui, parce que c'est image ça, j'ai besoin d'aille pour me avoir une chance pour justement poser des questions. Moi, je dis nous sommes TGV, ça veut dire la cour vite lui-même. Il seulement camper pour le camper dans l'arrêt pour le camper. Maintenant, même c'est pour maîtriser qui prochain arrêt. Ça veut dire de pour monter, c'est qui prochain arrêt correspond à avoir pour qu'on qui l'heure pour descendre. Parce que pas mon taxi. Puis il faut payer, c'est ça, au fait. Là qu'on y a, on vient tourner en puissance. On vient une capacité pour négocier ou qu'à négocier. Parce que dans toute l'histoire des relations internationales, dans toute l'histoire politique du monde, on ne négocie jamais avec les faibles. Ça n'existe nulle part. Il n'y a que les forts qui se négocient entre eux. Dans l'ensemble de pays, si on a besoin, on série de petits pays, aussi petits qu'ils soient, c'est parce qu'ils ont une place dans le concert des nations. Ils ont peut-être besoin de voiture à un moment. Donc, ils ont utilisé voiture pour faire des négociations, etc. Mais en termes de puissance, il y a des négociations ou pas qu'à faire. Ça veut dire les grandes puissances ils ont utilisé un ensemble de pays. Ils ont besoin de leur vote. Maintenant, pour finir, pour me remettre nous, on va prendre deuxième image. Il y a un ensemble de monde qui va rentrer dans 20 détails. On nous prend par exemple un grand producteur de voitures, tant que Toyota. Toyota n'a pas besoin lui-même pour mettre un showroom tout côté dans chaque pays pour vendre une voiture. Non. Le monde qui fait investissement à l'entreprise, au compte qui ça a besoin. Il a besoin de monde qui fait confiance, qui peut venir de concessionnaires autorisés, qui peut vendre pour lui.
et puis il y a des gens après qui sont acheteurs. Donc, qui ça Haïti voulait dans le processus là? Un acheteur ou bien un concessionnaire? Je pense que Haïti doit gagner dans le processus là pour devenir un concessionnaire au lieu d'un acheteur. Parce que les États-Unis, c'est lui-même qui est grand producteur là. Parce que ce n'est pas seulement nous-mêmes les États-Unis à aider. Les États-Unis avaient donc ben l'autre pays. Que le pays qui était plus pauvre passé nous. Mais ils ont développé politique, stratégie. Ils ont comment pour profiter. Ça veut dire nous permettre que nous jouions plus de monde pour aller étudier aux États-Unis. Plus de monde qui pour maîtriser les relations avec les États-Unis. Comment pour business vient fait en Haïti pour Américains investir parce qu'ils ont de l'argent. Même aux États-Unis, il y a gourmet pour l'argent États-Unis gagnent. Les États entre eux. Donc nous-mêmes avons besoin. La Chine veut côté lié là, utiliser les États-Unis en pile. Et c'est les États-Unis qui aident jusqu'à ce que vous tournez le dos. À Taïwan où j'ai été, c'est tellement important et influent. Ça, les États-Unis y est. Vous avez dit son pays que les États-Unis presque mettaient côté hier. Mais ce n'est pas les États-Unis qui mettaient au côté hier. C'est un type de rapport que vous développez. Gens que vous-même, vous voulez rapport à la vie. Gens vous profitez de lui. C'est le même agenda aux États-Unis qui gagné pour nous que tu gagné pour eux. Mais l'époque, nous fait Assyrie d'Haïti, nous fait ciment, etc. C'est la même époque là, elle fait tout bail, ça, tout l'autre côté, ça. Mais nous-mêmes, leur fait privatisation, ils ont couvert l'autre gens. Nous-mêmes, corruption fait que toute institution, ça, quelques décennies après, c'est fermé ou fermé. Ce n'est pas les Américains qui sont responsables de ça. Pendant la dictature, ils ont fait beaucoup d'investissements. En République dominicaine, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'industrie textile qui est ouverte? Au lieu de faire dans la capitale là, ils mettaient dans des régions pour créer un emploi, pour rediriger nous les régions ça. Nous-mêmes, quel choix avions-nous fait? Nous mettons dans la capitale là, aéroport. Et je dis là, tout le monde sorti en province, ils ont rentré Port-au-Prince parce que c'est là qu'il y a un travail. Et 30 ans plus tard, ça vient de 60% de la population qui gonflait Port-au-Prince, ils viennent de insécurité, ils viennent de chômage, ils viennent de tout bagaille. Alors que c'est le bagaille, si nous sommes sagaces, si nous te réfléchis dans les gens qui prennent des décisions, si nous te réfléchis dans les gens pour profiter de l'opportunité, nous sommes capables de sortir dans l'autre champ. Donc, à mon avis, je ne pas dire que la relation entre Haïti et les États-Unis, pas de bagaille pour reprocher là-dedans. Mais tout autant, nous pas défini comment pour nous profiter de lui, nous avons juste continué plein. Et TGV que vous avez, comme si nous voulons, il ne pas camper pour nous parce que le pas en taxi. Merci. Et voilà, c'est le mot de la fin pour la présentation, pour l'exposé de l'ambassadeur Rudy Stanley Tan. Notre sujet aujourd'hui, redéfinir les relations entre les États-Unis et Haïti, une nécessité, point d'interrogation. Maintenant, sinon, dans quelques instants, une petite transition pour le débat.